Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers tous. Bienvenue sur la plateforme du ONG Elder Service Education pour suivre nos cours de physique sur la quantité de mouvement, suite et fin, Inch'Allah. Donc nous vous demandons donc de suivre ce cours avec beaucoup d'attention, puisque nous allons donc rentrer dans le vif même du sujet, Inch'Allah. Bien, nous allons aborder le grand 3. Grand 3, il s'agit de la conservation de la quantité de mouvement. Et qui dit conservation de la quantité de mouvement fait bien sûr appel également au principe d'inertie. De raison pour laquelle nous avons mis comme petit point en 3, grand 3 petit 1, principe d'inertie et loi de conservation de la quantité de mouvement P du système. Et nous avons dit que pour tout système mécanique isolé ou pseudo-isolé, le vecteur vitesse Vg de son centre d'inertie G est constant. Et c'est la particularité du principe d'inertie qui demande à ce que cette vitesse soit constante. Et bien sûr, cela a pour conséquence la conservation du vecteur quantité de mouvement P de ce système. Et autrement dit, cela voudra dire que le vecteur quantité de mouvement P du système conserve la même direction, le même sens et la même norme. Et pour paraphraser, nous avons comme énoncé de cette loi de conservation de P, le vecteur quantité de mouvement P d'un système mécanique isolé ou pseudo-isolé reste invariable au cours de son évolution, qui à connaître par cœur, bien sûr. Et pour illustrer cette conservation de la quantité de mouvement P du système, nous allons voir quelques exemples au nombre de 2 exactement, Inch'Allah. Le premier exemple va donc s'agir de la collision ou encore le choc entre 2 solides. Et cela est libellé comme suite. Une boule A de masse M1 vient frapper à la vitesse V1 une boule B de masse M2 immobile. Initialement immobile, bien sûr. Justement, après la collision, les vecteurs vitesse des centres d'inertie de A et B deviennent V'1 et V'2, tous deux dirigés vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des X croissants. Question, on nous demande donc d'établir la relation qui existe entre V1 de la boule A, V'1 et V'2. Et nous allons faire un schéma pour illustrer cet énoncé. Il y a un schéma qui est fait, bien sûr, avant le choc. Nous avons dit que la boule A va donc se déplacer avec une vitesse V1. Tandis que la boule B est initialement immobile. Raison pour laquelle nous avons mis vecteur vitesse V2 égale à quoi? À vecteur nul. Pour dire que la boule B est immobile initialement. Et nous avons dit que après le choc, après la collision,
les deux boules évoluent avec une vitesse V'1 pour la boule A et la vitesse V'2 pour la boule B. Voici ainsi fait le schéma sur, bien sûr, l'axe horizontal OX. Et je l'ai dit tantôt, pour tout exercice de physique, de mécanique, il est bien de préciser d'abord le système, boule A et B. Le référentiel, comme déjà dit dans l'énoncé, il s'agit de l'axe OX, terrestre, supposé égal lien. Les forces extérieures, nous avons le poids P, la réaction R des boules A et B, et nous écrivons que ces forces se compensent car le système est pseudo-isolé. Et la conservation de P, cela est simple, vous mettez seulement le vecteur quantité de mouvement avant le choc est égal au vecteur quantité de mouvement après le choc. Nous allons expliciter tout cela. Avant le choc, vous avez la boule 1 qui avance avec la vitesse V1 et la boule B qui est immobile. Donc avant le choc, on a le vecteur P égal à vecteur P1 plus P2. P1 représentant le vecteur quantité de mouvement de la boule A et P2 représentant le vecteur vitesse de la boule B. Mais ici, le vecteur P2 égale à vecteur nul parce que le vecteur vitesse V2 égale à quoi? Vecteur nul, puisque la boule B est immobile. Ce qui veut dire que le vecteur quantité de mouvement P va donc se réduire au vecteur quantité de mouvement P1. Donc, vecteur vitesse et vecteur quantité de mouvement P, autant pour moi, égale à M1, vecteur vitesse V1. Nous allons maintenant passer à l'expression vectorielle de la quantité de mouvement après le choc. Nous voyons que après le choc, les deux boules A et B évoluent avec les vitesses V'1 et V'2. Et donc, le vecteur quantité de mouvement P' après le choc, bien sûr, égal à quoi? Au vecteur quantité de mouvement P'1 plus vecteur quantité de mouvement P'2. Vecteur quantité de mouvement P' égale à M1 V'1 plus M2 vecteur V'2. Puisque nous avons donc parlé de conservation de la quantité de mouvement, je remonte. Nous avons dit que P avant le choc égale à P après le choc. Et donc, nous allons poser P, le vecteur quantité de mouvement avant le choc, égale à vecteur quantité de mouvement P' après le choc. Et nous allons détailler ça, ce qui nous donne M1 V1 pour P égale à M1 V'1 plus M2 V'2 pour le vecteur quantité de mouvement P' après le choc. Et donc par projection sur l'axe OX, je remonte encore, vous voyez que les vecteurs vitesse V'1, V'2 et V1 évoluent dans le sens d'existence croissant, donc seront donc pris positivement, d'où nous avons M1 V1 égale à M1 V'1 plus M2 V'2. Voici ainsi résolu notre question sur la relation qui existe entre les vitesses V1, V'1 et V'2. Avec cette formule, vous pouvez donc trouver une valeur si nous connaissons les autres valeurs. Bien, nous allons passer cette fois-ci au second exemple.
Second exemple qui va donc traiter de l'explosion d'un système initialement immobile. Vous avez ici une pierre insolide posée par terre, bien compacte, de centre d'inertie G, et ce solide-là va donc subir une explosion violente. Il va donc se briser en deux fragments, S1 qui est projeté à la vitesse V1 et S2, le second fragment, qui est projeté au vecteur vitesse V2. Vous voyez que nous avons donc illustré un tout petit repère juste à côté pour montrer que les vecteurs V1, V2 suivent bel et bien l'axe horizontal OX. Bon, j'ai mis un pointillé OY puisque nous n'avons pas d'autres paramètres se référant à OY. Je l'ai dit tantôt et j'insiste là-dessus pour dire que il faut d'abord donner le système qui est le solide S. Le référentiel, il s'agit de l'axe OX terrestre supposé égaler les forces extérieures. Nous avons le poids P et la réaction R qui se compense parce que le système est pseudo isolé. Comme il est dit, vous l'avez même vu en troisième, que les vecteurs P, la somme vectorielle des vecteurs P et vecteur R est égal à quoi? Vecteur nul. Donc tout se passe comme le solide est isolé. Donc raison pour laquelle nous parlons donc de système pseudo isolé. Ensuite, nous passons donc aux conservations de P. C'est un jeu. P avant explosion est égal à quoi? À P, quantité de mouvement bien sûr, après explosion. Donc avant explosion, nous avons dit que le solide S est immobile. Ce qui suppose que le vecteur quantité de mouvement P est égal à quoi? Au vecteur nul. Et après explosion, nous allons appeler P'1 le vecteur quantité de mouvement du fragment S1 et P'2 le vecteur quantité de mouvement du fragment S2. Bien sûr, après explosion. D'où, si nous résumons ces deux vecteurs par un vecteur quantité de mouvement global, nous avons P' égal à quoi? Vecteur P'1 plus vecteur P'2 qui est aussi égal à M1 V1 puisque V1, vecteur vitesse V1 est une vitesse acquise par S1 après explosion plus M2 V2 V2 est ce vecteur vitesse acquis par le solide S2, le fragment S2 après explosion. Et nous posons, mais selon bien sûr la conservation de la quantité de mouvement P. On a dit que P avant explosion égale à P après explosion. P avant explosion, nous l'avons noté P. Et P après explosion, nous l'avons noté P'. Nous posons vecteur P égale à vecteur P'. Le vecteur P est égal au vecteur nul puisque avant explosion, le solide était immobile. Vecteur P égale à vecteur nul. Vecteur nul. Et le vecteur P' égale à M1 V1 plus M2 V2. Et bien sûr, si nous établissons l'égalité entre ces deux termes, voilà, nous avons M1 V1, vecteur vitesse V1, égale à moins M2, vecteur vitesse V2. Voici la relation vectorielle liant le vecteur vitesse V1 et le vecteur vitesse V2. Vous voyez bien que j'ai mis en rouge, puisque j'ai M1 V1. Lorsque M2 V2 passe de l'autre dans l'autre membre, cela devient moins M2 V2.
et par projection sur l'axe OX, voici l'axe OX, voici le vecteur vitesse V1. Vous voyez que le vecteur vitesse V1 est dans le sens contraire des x croissants. Mais le vecteur vitesse V2 est dans le même sens que OX. Donc, en termes, bien sûr, de projection, V1 sera donc considéré comme étant pris négativement et V2 positivement. Raison pour laquelle nous avons mis M1 V1 en termes de projection égale à M2 V2. Voici ainsi terminé, chers tous, la notion sur la quantité de mouvement. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et nous vous attendons pour d'éventuelles questions pour mieux élucider des éclaircies sur ce chapitre. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.